Cette émission est sponsorisée par NordVPN. Plus d'infos en fin d'émission. Ceux-là, ils sont vous, citoyennes et citoyens. Bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Star Wars nous aura décidément tout fait depuis leur rachat par Disney jusqu'à l'arrivée des Xarlax sur Terre. Une post-logie qui s'est révélée au final n'avoir aucune continuité artistique entre les 3 épisodes, créant ainsi une œuvre globale difforme, sans queue ni tête, malgré des qualités. Oui, je continuerai à le dire. Des films spin-off inégaux, Rogue One et Solo, l'un adulé, l'autre voué aux gémonies, plusieurs séries live allant du bon, sympa et agréable, au merdique le plus absolu, les tréfonds de la médiocrité créative humaine qui feraient passer la poésie Vogon pour des chants de sirènes. Et pléthore de séries animées qui, vous le savez, m'intéressent assez peu, si ce n'est qu'en tant que passionné d'animation japonaise, j'ai plutôt apprécié l'expérience que nous proposait Star Wars Visions. Un bordel sans nom, il faut l'avouer, car face à la multitude de choses proposées dans cet univers, personne ne sera d'accord sur ce qui est bon ou pas, et ce qu'il faut voir ou pas. Déjà qu'à une époque, entre la trilogie originelle et la prélogie, on était à 2 doigts de la guerre de religion, je vous laisse imaginer le foutoir après Disney. Mais il semble que des fois, l'humanité sait s'unir. Elle sait être plus ou moins d'accord sur un truc. C'est dingue. Et il se trouve qu'une inattendue communion s'est faite autour de la dernière série Star Wars en date, à l'époque où vous verrez cette vidéo, Andor. Qui l'eût cru ? Andor se passe 5 ans avant les événements d'un nouvel espoir. On nous y compte les débuts dans la résistance du personnage éponyme que nous avions déjà pu croiser dans Rogue One. Un anti-héros torturé, bien loin de ce à quoi la saga a pu nous habituer. En parallèle, nous suivrons la naissance de la rébellion avec le personnage de Mon Mothma, bien connu des fans de la saga, et Luthen Rael. 2 individus dont les idéaux communs ne sauront gommer des méthodes bien différentes. Pour être très clair avec vous, malgré un trailer qui donnait plutôt envie, je n'y croyais mais alors pas du tout. Après les catastrophes qu'avaient été Boba Fett et Obi-Wan, et je reste poli, j'avais plus aucune confiance dans ce format par Disney. Parce que j'ai beau aimer The Mandalorian, jusque-là, ça faisait plutôt office d'heureux accident qu'autre chose. Et encore, même cette série-là, il y aurait des choses à redire. Mais on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, ici, j'ai plutôt apprécié. Et pourtant, c'était pas gagné. Déjà, dès l'annonce de la série, j'avais du mal à comprendre l'intérêt d'explorer le passé d'un personnage qu'on venait à peine de rencontrer dans l'univers Star Wars, et dont en plus, on connaissait le funeste destin. Ça m'intéresse déjà moyennement quand c'est des personnages qui ont bercé mon enfance. Alors là... Ensuite, les 3 premiers épisodes m'avaient laissé assez indifférent. L'histoire ne démarrait pas vraiment, malgré les flashbacks sur l'enfance d'Andor qui m'intriguaient, et si d'un point de vue plastique c'était plutôt réussi, avec cet univers un peu âpre de prolos de l'espace et ses robots brinque-ballants, il y avait un truc qui ne m'emballait pas. Et pourtant, petit à petit... ça commence à prendre. Quelques intentions de réal et de mise en scène par-ci, quelques personnages qui sortent du lot par-là, notamment le héros principal, plus attachant qu'attendu. Et surtout, une série qui donne une impression d'une plus grande maîtrise de ses sujets que les 2 étrons précédents. À tel point d'ailleurs que ça m'a fait passer outre des contradictions avec ce qui nous avait été dit sur le personnage dans Rogue One. Détends-toi, capitaine, nous avons connu des prisons pires que celle-là. C'est une première pour moi. Bienvenue sur Narkina 5. Le fait que la série ait été annoncée bien avant Boba Fett et Obi-Wan, tout en sortant après, m'a donné l'impression que davantage de temps lui avait été accordé créativement. Une condition essentielle, à mon sens, pour accoucher d'un truc correct. Et quand on sait que les 2 séries précédentes ont connu une phase d'écriture chaotique, puisque ça devait être des films à la base, ça me pousse à faire confiance à cette impression. Et ça se ressent. Je l'avais dit à l'époque, Obi et Boba, c'est une histoire étirée inutilement pour pouvoir foutre 6-7 épisodes à la con sur Disney+. Rien d'autre. Alors qu'avec Andor, il y a une forme de cohérence globale qui m'a paru plus juste. Une démarche qui m'a semblé moins putassière. Le simple fait qu'il y ait plusieurs genres dans la série le démontre. On a du film d'espionnage, de l'intrigue politique, une petite fresque sociale, du film de tolard, un bon vieux cambriolage et un soupçon de hook. Alors il est vrai que chacun de ces éléments ne révolutionne pas le genre. L'aspect lutte des classes de l'œuvre, par exemple, reste tout de même très en surface. En plus, moi, j'ai toujours un petit peu de mal à y croire quand une boîte comme Disney sort un truc qui présente une invitation à la rébellion, une critique de l'aliénation au travail et de la domination des puissants sur les petites gens. Autre exemple, les épisodes qui se passent en prison et qui ont été largement encensés empruntent à beaucoup d'œuvres de SF qu'on a pu voir par le passé. Tous ces éléments sont très premier degré, tant dans la mise en scène que dans leur traitement. Et pourtant ça marche, y a rien à dire. C'est pas génialissime, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça marche. Oui, la thématique sociale aurait mérité d'aller plus loin, mais au moins le message en soi est assez positif, avec à la fin un discours que j'ai trouvé plutôt bien amené. Mort à l'Empire! Oui, la prison fait redite d'autres œuvres, mais c'est efficace et fait avec sérieux. Suivez le programme. Et
c'est vrai que le fait que l'on n'ait jamais vu ce genre d'éléments abordés de cette manière dans l'univers Star Wars, ça donne une fausse impression de nouveauté qui favorise l'appréciation d'Andor. Mais écoutez, c'est tout à l'honneur de la série que de réussir ses effets. Moi je vais pas m'en plaindre. Et même ce personnage névrosé, extrêmement zélé, à la fois souffre-douleur d'une mère castratrice et artisan d'un système qui a servi les individus dont il sera lui-même victime. Tellement endoctriné et amoureux de l'ordre qu'il ne le remettra jamais en question, il est caricatural. Mais j'ai fini par le trouver intéressant parce que c'est un archétype qui change par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans cet univers. En plus, la série joue avec le personnage et nos biens en termes de narration en le rendant d'abord détestable, puis on le prend en pitié, pour finalement le redétester derrière. Et ce genre de contre-pied, ils le font aussi avec le personnage principal d'ailleurs. Dans Rogue One, Cassian nous montrait pour la première fois que la rébellion contre l'Empire avait sa part sombre. Une innovation à l'époque puisque symboliquement, les rebelles de Star Wars avaient toujours représenté le bien absolu face au totalitarisme et au fascisme. Ici on continue évidemment, rendant le personnage tour à tour désagréable, lâche, cynique. C'est une mission suicide. Puis progressivement plus touchant et tourné vers les autres. C'est con, hein, mais l'une des bases d'une bonne histoire, c'est que les personnages évoluent. Donc je considère que la mission est remplie. Après, c'est sûr que le fait qu'on se soit tapé de la grosse merde avant, ça nous invite à être un petit peu plus indulgents. D'autant plus avec un univers pour lequel chacune et chacun d'entre nous a beaucoup d'amour, malgré les déceptions qu'on a toutes et tous eues à un moment ou à un autre. Mais expliquer le plébiscite qu'a reçu Andor par ses seuls aspects, j'y crois moyen, en vrai. Tout comme Rogue One, je pense que la série est arrivée à un moment particulier de la société terrienne du 21e siècle. Ou bien elle en est le produit, évidemment. L'art est toujours tributaire de son époque, je ne vous apprends rien. En tout cas, ces deux œuvres ont bénéficié d'un terreau particulier, celui d'un désenchantement total du monde dans lequel elles sont apparues, modifiant à cette occasion la nature profonde de ce qu'était Star Wars. Rogue One, grosso modo, tout le monde a kiffé. Retraçant les événements qui ont permis le vol des plans de l'Étoile Noire, et donc la victoire des rebelles dans l'épisode 4 de Star Wars, tout était réuni pour plaire. Une diversité de personnages pour tous les goûts. Sympa, pince sans rire, rebelle, torturé, kung-fu, Votre pied, ça va? taciturne et charismatique. Un retour aux sources pour titiller la nostalgie des fans les plus anciens, avec une pure vibe des années 70 et 80, jusque dans les comédiens choisis. Non mais franchement, regardez-moi la gueule de ces gens, ils viennent clairement d'un monde dans lequel on pouvait conduire bourré. De l'action, de l'humour, différentes planètes et environnements qui font voyager, et une séquence mythique qui montre enfin la puissance de Vador avec une mise en scène moderne. Un succès à tous les niveaux. Mais avant ça, il y a eu quoi? L'épisode 7, oh oui! Le réveil de la force, épisode Oni, lui s'est fait largement allumer à l'époque, et pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. C'est une redite de l'épisode 4, c'est trogné. Luke Skywalker. Et pourquoi Kylo c'est un ado insupportable? Et pourquoi Rey, elle maîtrise aussi bien la force sans entraînement? C'est pas logique, c'est pas cohérent avec ce qu'on a vu avant, Oui ok, l'épisode 7 il est loin d'être parfait, c'est vrai. On va pas revenir là-dessus, ni pourquoi personnellement je le défendrai encore aujourd'hui. Non, ce qui est intéressant c'est de voir à quel point le succès de Rogue One est en partie construit sur le fait que l'épisode 7, première vraie production de Disney dans la saga, ait été décrié. Alors que Rogue One, si on est honnête, c'est pas parfait non plus, loin de là. Des personnages en veux-tu en voilà, qui se joignent à l'histoire de manière complètement artificielle ou circonstancielle, sans qu'on les ait réellement introduits, ou qu'ils aient de réelles motivations à être là, autre que « j'avais rien de mieux à foutre ». D'autres dont le potentiel est clairement là, et en plus interprétés par des comédiens charismatiques et appréciés, mais qui ne sont pas exploités, et dont on se débarrasse rapidement. Pour quelle raison? Ça, j'en sais rien. Mais j'hésite entre l'écriture fainéante pour créer de l'émotion facilement, ou le manque de budget pour éviter de les payer plus. Et c'est pas tout, hein? Les ayatollahs de la cohérence, dans les starting blocks, pour tomber sur le set au moindre truc un petit peu branlant. On vous a pas trop entendu pour Rogue One. Pourtant, y a à dire, le père de Jyn qui te fait aller jusque sur Scarif te faire tuer pour récupérer les plans de l'Étoile Noire, au lieu de tout de suite te dire quelle est la faille qu'il a mis pour pouvoir la détruire. Tiens d'ailleurs, dans l'épisode 2, 22 ans avant, les plans de l'Étoile Noire, ils ont l'air d'être pas mal finalisés déjà, armement compris, ils commencent même la construction à la fin de l'épisode 3. Donc pourquoi rajouter cette histoire de Galen Erso pour la terminer? Pourquoi la princesse Leia va sur un théâtre de guerre? C'est super dangereux. Et pourquoi dans l'épisode 4, Dark Vador utilise comme argument l'absence d'un ambassadeur pour démontrer que le Tantive 4 n'est pas un vaisseau diplomatique, alors qu'il l'a littéralement vu se barrer de la bataille 10 minutes plus tôt? Alors attention, pas la peine de me faire des pavés en commentaire pour m'expliquer en quoi ce ne sont pas des incohérences, parce que tel comique ou livre ou jeu à la con, m'expliquer le truc. Non mais en fait, l'étoile noire elle est super grande, donc c'est quand même un petit peu compliqué de savoir par quel bout d'aération il faut tirer pour la faire exploser, donc c'est pour ça qu'ils avaient besoin des plans. Je suis au courant. Je sais. Je suis même pas forcément d'accord avec les remarques que je viens de faire. Non.
je voulais juste vous montrer qu'on peut aussi jouer à ça avec Rogue One, et que bien souvent, les incohérences, on les trouve là où on a envie de les trouver, plutôt que là où elles sont réellement. Et l'indulgence dont a bénéficié Rogue One, je l'attribue en grande partie au fait qu'il proposait une expérience plus dans l'air du temps que ce que proposait la postlogie 789. Un monde où l'amorosité devient la règle et où on ne se laisse plus la liberté de rêver de manière simple. Tout doit être calibré, parfait, cohérent, désenchanté en somme, et ne plus laisser place à l'imaginaire pur. Un imaginaire qui avait son lot de petites imperfections et d'incohérences légères, je le reconnais, mais qu'on laissait passer parce que le plus important n'était pas là. Et la postlogie avec ses innombrables défauts qu'on pourrait considérer comme objectivement recevables et qu'on ne va pas lister ici, je pense qu'elle avait aussi et surtout contre elle de représenter l'ancien monde en déclin. Un monde où le merveilleux suffisait, où le public était moins cynique et plus enclin à se laisser porter par ce qu'on lui proposait. Rogue One a vraiment marqué un tournant dans la saga Star Wars à ce niveau. Tant dans la mise en scène avec ce côté rugueux de la direction artistique que dans ses choix scénaristiques. La destruction de Jedha par exemple, au lieu de la culture mystique des Jedi qui représentait le côté enchanteur de la saga. Le choix de ne pas faire de Chirrut un Jedi, alors qu'en tant que personnage, il en a toutes les caractéristiques. Acuité décuplée, arts martiaux et foi en la force. Cela démontre aussi cette volonté d'atténuer le merveilleux dans Star Wars. Et même si la force est encore présente dans le film, c'est à mon sens davantage pour se raccrocher à l'épisode 4 et cette formulation que l'Alliance Rebelle utilisait encore. Que la force soit avec nous. Couper les ponts complètement en 2016 aurait été trop abrupt. Et Andor est héritière de la philosophie de Rogue One tant esthétiquement que thématiquement. En allant plus loin d'ailleurs, car c'est la première fois dans une œuvre majeure de la saga qu'il ne sera fait aucune mention des Jedi. Jamais. Ce n'est pas négatif en soi, mais j'ai le sentiment que nous assistons à la naissance d'une nouvelle page de Star Wars, plus terre à terre, et qui, je pense, parle davantage à la majorité des gens de votre époque. Pourtant, avec tout ce qui vous est tombé sur le coin de la gueule au début des années 20 du 21e siècle, et tout ce qui vous attend dans les années qui ont suivi, je ne saurais que trop vous conseiller de recommencer à rêver un petit peu. Parce que lorsque l'on finit par s'enfermer dans des visions pessimistes ou mortifères, on a tendance à les voir se réaliser. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche. Par ailleurs, début février 2023, je serai présent dans pas mal de villes en France, sur Terre, à l'occasion du festival Les Mycéliades. C'est un festival qui traitera de l'exploration spatiale sous l'angle de la science-fiction, avec des tables rondes et des projections dans toute la métropole et les dom-toms, alors n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le lien en description pour en savoir plus. J'espère vous y voir, nombreux et nombreux. Et merci à NordVPN qui a sponsorisé cette émission. Un VPN vous permet de surfer sur le net en toute sécurité. Votre connexion sera chiffrée et sécurisée, notamment en changeant votre adresse IP, afin que vous soyez anonymisé et qu'on ne puisse pas accéder à vos données. Personnellement, je l'utilise beaucoup lorsque je suis sur Zegema Beach et que je dois utiliser une connexion publique par exemple. Ouais, parce que Cyril a eu des soucis par le passé. Hé, ne racontez pas ça à tout le monde. Bref, cela vous permettra également d'accéder à des sites bloqués dans le pays où vous êtes, puisque vous pouvez vous connecter comme si vous étiez dans un autre. En tout cas, n'oubliez jamais les précautions basiques à avoir en matière de cybersécurité, comme vérifier les liens vers les sites que vous visitez, utiliser différents mots de passe pour vos comptes, et une authentification à double facteur, ou encore d'être prudent avec les pièces jointes des mails que vous pourriez recevoir, contrairement à Cyril quoi. Mais foutez-moi la paix! NordVPN vous aidera sur tous ces aspects, notamment avec sa nouvelle fonctionnalité de protection anti-menace qui vous protège des trackers, des sites malveillants ou des publicités invasives. Ça vérifiera également les fichiers que vous téléchargerez et les effaceront immédiatement s'ils sont infectés, avant qu'ils puissent endommager vos données. Cette fonctionnalité pourra être activée même sans que le VPN soit actif. En cliquant sur le lien dans la description, nordvpn.com/nexus, vous aurez droit à une réduction pour un engagement de 2 ans et 1 mois gratuit. Comme d'habitude, NordVPN a une politique de test sur 30 jours, donc si vous n'êtes pas satisfait lors du premier mois, vous serez totalement remboursé. Allez, soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao!